Alors, on commence le Pérec Shlishi, le troisième Pérec. Euh, Rappel concernant la consommation du Hametz. La consommation du Hametz à Pessah, elle est sanctionnée de façon très sévère, puisque on est chayav karet. On est chayav karet sur la consommation de Hametz. Alors, il faut, pour être chayav karet, que la consommation, elle soit au moins d'un kazaït, ok? Même si l'interdiction, évidemment, hein, elle commence, ça vous le savez, au niveau des, au niveau des interdits de consommation, en tout cas d'après tout le monde, Khatsi Shiur Asur Minatora. Même l'interdit. C'est le seul comme ça? Que quoi? Hatsishiro Minatora? Non, non. Pour tout ce qui est de l'ordre de la consommation, de, la peine prévue par la Torah, elle peut commencer à partir d'un certain shiur, d'une quantité minimale. Ouais, Mais le issour, l'interdit de la Torah, il est effectif dès le début. dès la Daniel. quantité, quelle qu'elle soit, aussi minime soit-elle. Est-ce que ce principe de Khatsi Shiur, quand on dit Khatsi Shiur, même la moitié de la quantité, quand on dit la moitié, vous avez compris, j'ai eu l'occasion de vous le dire déjà. Quand on dit la moitié, c'est-à-dire même le tiers, même le quart, même le dixième. Il est interdit de la Torah. Est-ce que ça, c'est valable même pour d'autres interdits que ce qui est de l'ordre de la consommation? Ça, c'est une marloquette Rishonim. Une marloquette, ça, c'est une marloquette. On voit cette marloquette dans les Rishonim. Elle est elle existe dans les Rishonim, cette marloquette. D'après Rashi, c'est valable pour le reste. D'après d'autres Rishonim, c'est pas valable pour le reste. Mais là, au niveau de la consommation, d'après tout le monde, l'interdit, on peut pas, on ne sera chayav malkout, la peine de coût, lorsqu'on consomme des aliments pas cachers, d'accord? Toutes les espèces recensées dans la Torah, euh, vet chazir, vet gamal, vet arnevet, vet shafan, d'accord? Le cochon, le chameau, le lièvre, tout ce que vous voulez, c'est pas cachère, ça vous le savez, ou quelque chose qui n'aurait pas été, qui aurait pas été, qui aurait pas eu une shrita kshera. Mais là, le Issour, le Issour, donc c'est l'interdit de la Torah, le Chiyuv, la peine prévue par la Torah, ça n'est que, entre guillemets, Malkout, mais l'interdiction, évidemment, hein. Et donc Malkout pour Kazaït, de consommation, donc à peu près un peu moins de 30 centimètres cubes, puisqu'on parle en volume toujours, vous vous rappelez? Mais le Issour, il commence à la moindre quantité, quelle qu'elle soit. Donc c'est pas, je peux goûter un tout petit morceau de jambon, un tout petit morceau inférieur à Kazaït. Non, le Issour, il est effectif dès le début. Donc revenons à notre histoire. Concernant le Hametz, la peine prévue par la Torah, c'est karet, dès qu'il y a une consommation de kazaït, parce que la Torah stipule qui kol ochel chametz venichreta nefesh haim Israël, tout celui qui consomme du chametz, eh bien venichreta, il sera retranché, il est chayav karet. De quoi s'agit-il? Qui kol ochel chametz, tout celui qui consomme du chametz gamour, du véritable chametz, qui se distingue, qui est visible comme étant du chametz. Par contre, il y a d'autres déclinaisons, on va dire, de chametz, ce qu'on appelle ta'arovet chametz, un mélange de chametz. Un mélange de chametz, c'est quoi? Ben, c'est un aliment qui contient du chametz et du pas chametz, ok? Un mélange. Donc, dans un tel cas, ta'arovet chametz, le chametz peut ne pas être visible, mais il est contenu dans ce mélange. Maintenant, il y a aussi des différences à faire, mais on ne va pas rentrer dans toutes ces différences-là parce que c'est des marloktot, même parmi les rishonim. Euh, Selon la proportion de chametz contenue dans cette quantité de ta'arovet dont on parle. Alors, dans la mesure où il y a un kazaït de chametz, mais qui est éparse, qui est éparpillé, dans une quantité de ce qu'on appelle Peras. Peras, c'est l'équivalent de, Marc Locatrichon encore, de le volume de 3 ou 4 œufs, des œufs. Si il y a donc une quantité, il y a une proportion de caséite dans ce volume-là, ok, est-ce que on est concerné par l'obligation, est-ce qu'on transgresserait l'interdiction parce que, en plus de la consommation du Hametz, comme on en a parlé avant, il y a l'interdiction de posséder du Hametz. Est-ce que le Bali Rae ou Bali Matzé,
Est-ce que l'interdiction de posséder du Hametz se pose, s'applique sur un tel mélange? Est-ce que c'est différent selon le cas où la proportion elle est dans elle a cette intensité-là ou est-ce qu'elle est encore plus diffuse? Euh, euh, Qu'en est-il de la consommation d'un tel mélange, ok, etc. Tout ça, c'est débattu parmi les Rishonim. Je veux pas qu'on ne peut pas trop rentrer là-dedans dans le cadre là, de notre Mishnah. Mais voilà, de façon simple, superficielle, ce qu'on doit retenir, c'est que le chiyuv karet, il concerne la consommation donc de chametz gamour, de chametz, tout ce qu'il y a de plus chametz qui est visible. Par contre, la consommation de chametz dans une ta'arovet mélangée, je vais on va d'après certains rishonim, hein, encore une fois, je dis c'est débattu, n'est pas sanctionné par la peine de karet quand c'est une ta'arovet. Si par contre, si on a consommé un kazaït de chametz dans cette ta'arovet, c'est-à-dire ce dont je vous parlais, il y a suffisamment de chametz pour qu'on se retrouve avec une proportion de kazaït limitée dans un volume, ce qu'on appelle achilat peras, et donc on a consommé ce kazaït dans ce temps imparti, parce que le temps imparti, c'est le temps qui correspond à la consommation d'un volume de 3 ou 4 œufs, 3 ou 4 œufs. Alors, si on a consommé ce kazitramet dans cette tarouvette-là, euh, on transgresse un autre lave explicite de la Torah qui est Kol Mahmetzet Lotochelu. Toute Mahmetzet, donc dans Mahmetzet, vous identifiez la racine Chametz, mais le terme il est différent. Mahmetzet, c'est donc un Chametz qui est présent dans un mélange. Et donc, en consommant ça, on a transgressé le lave de la Torah, et donc on est Chayav Malkout, comme transgression des lavim en général. Dans notre Mishnah, on va s'intéresser à Comment? Alors, le whisky, euh, on va dire comme ça. On va dire comme ça, c'est marrant parce que le whisky, mais ça, c'est un truc qu'il ne faut pas dire. Euh, mais ouais, il y a un sefer de, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est un chacham de Lublin. C'est pas le Maharam de Lublin, mais c'est ça. Je ne sais plus quel a un, un possèque important qui parle du whisky. Et je ne vous dirai pas ce qu'il en dit parce qu'on a enregistré. Mais oui, le whisky, oui. Allah Khalemase, c'est à Robert Rametz. C'est à Robert Rametz. C'est mal goût. D'accord? C'est Malkout. Ok. Notre Mishnah Rabotai recense différentes catégories de Ta'arovet Hametz, donc de mélange de Hametz. Il y a du Hametz présent qui n'est pas forcément visible. Et cette Ta'arovet, ce mélange, ne contient pas un kazaït dans ce volume qui a été défini comme étant le volume maximum pour qu'on puisse être concerné par la peine de la Torah. Donc, en plus de cette catégorie-là, de cette déclinaison de Hametz, où c'est pas du Hametz Gamour, c'est Taharovet Hametz, je me répète parce que je veux que les choses entrent dans votre tête. Hein. D'accord? Donc, en plus du Hametz Gamour, le Hametz dans toute sa splendeur, à partir d'une des 5 céréales qui a fermenté et qui a donné du pain, des maisonnotes, des pâtisseries, etc. Là, c'est vraiment le Hametz dans toute sa splendeur. Il y a donc Taharovet Hametz, un mélange de Hametz. Il y a un aliment qui n'est pas Hametz, dans lequel du Hametz est également mélangé, qui ne se voit pas pour autant. Et il y a une autre catégorie, enfin, une autre déclinaison, ce qu'on appelle le Hametz Noukshe. Hametz Noukshe, c'est un Hametz qui, on voit que c'est du Hametz, on voit que l'ingrédient, il est Hametz, mais il n'est pas comestible, ce Hametz Noukshe. Il n'est pas comestible, ou en tout cas, il est très, très difficilement. Celui-là, dont on n'est pas pas comestible par un animal, c'est ça ou... On va y arriver, on va voir. Pas comestible. On parle là pas qui n'est pas Raoul il a Kelev, on verra même ce qui n'est pas apte à la consommation d'un homme ou des hommes en général. Quand on parlera, on verra, il sera question des tariyaka, ce que la Mishnah, ce qu'on appelle tariyaka dans Chazal, c'est l'équivalent des médicaments qui peuvent contenir du chametz, mais qui ne sont pas qui ne sont pas sujets à la consommation par les gens en général, puisque ce sont des médicaments. On verra ces choses-là. Donc notre Mishnah
vient, alors encore une fois d'après certains Rishonim, vient nous apprendre que bien qu'on ne transgresse pas Balirae ou Balimatse, l'interdiction de posséder ces catégories-là, ces deux sous-catégories de Hametz, Taharo et Hametz, et Hametz Nouché, bien qu'on ne transgresse pas le lave de posséder du Hametz, encore une fois, je vous dis, c'est d'après certains Rishonim, d'après le Rambam, on transgresse, oui, Balir ou Balimatse, d'après de la Torah. De toute manière, même d'après les Rishonim qui pensent qu'on ne transgresse pas l'interdiction d'en posséder, Midera Banan, on doit les détruire et ne pas les garder durant Pessah. Donc c'est ce à quoi la Mishnah va s'intéresser. Vous verrez d'autres détails intéressants. Donc dit la Mishnah, Elou Ovrin Bapessah. Voici ceux qui doivent être Ovrin, donc ils doivent disparaître du monde. C'est-à-dire, voici le Hametz, et là aussi, je vous donne déjà une lecture engagée d'après certains Rishonim. Voici les aliments, enfin les aliments, voici ce qui doit être donc détruit du monde, ce qui doit être détruit, enfin détruit du monde, ce qui doit être ce dont on doit se débarrasser, qui sont sujets au bi'our Hametz, à la destruction du Hametz, avant Pessah. Kuta Rabavi. Et là, on va donner une liste de ce que la Gemara appellera Arba Mine Medina, quatre variétés Médina d'un pays. Parce qu'en fait, il s'agit de quatre catégories de tar au Hametz, donc c'est des aliments qui sont tar au Hametz, qui contiennent du Hametz, mais tu vois pas le Hametz dans ce que tu manges ou dans ce que tu bois, ok? Et ça serait l'équivalent du whisky apparemment, comme tu, c'est pas cité, mais ce serait, tu vois que ça sera, il est question d'un truc qui semble qu'on pourrait, voilà, on aurait pu remplacer par le whisky éventuellement. Quels sont ces quatre aliments qui contiennent du Hametz, mais qui ne sont pas visibles comme étant Hametz, donc tar au Hametz? Kutar Habavli. Kutar Habavli, c'est une espèce de yaourt de sauce qui était à base de lait dans lequel on mettait des miettes de pain, de chametz et du sel. C'était quelque chose qui était voilà, qui permettait on trempait ces aliments à l'intérieur. Ok, c'était je sais pas trop comment, je sais pas quelle tête ça avait, mais bon, quelque chose dans le style. Donc, comment? On peut imaginer yaourt avec du granola. Ouais, apparemment, c'est même pas visible. Il n'est même pas Ah, visible, le Hametz, tu vois, c'est encore moins que du granola. C'était une espèce de sauce qui accompagnait, dans quoi on trempait les aliments. À l'époque de l'Agmara, c'était très fréquent de consommer ces aliments avec un tiboul, en trempant. Ok? Shechar Hamadi. Shechar Hamadi, c'est une bière. Shechar, c'est de la bière. Madi, de Med. Ok? Parasumadaï. Donc, elle a quoi cette bière? Ben, cette bière, elle provient de grains d'orge qui étaient immergés dans de l'eau. Et voilà, c'est le process un peu donc comme serait le whisky hein, avec le houblon. Vechomet Saadomi et le vinaigre de Édom. Alors, c'est quoi le vinaigre de Édom? C'est du vinaigre de vin dans lequel on mélangeait aussi, on immergeait aussi des grains d'orge. Quand tu bois cette boisson, tu vois pas qu'il y a eu des grains de céréales, mais c'est à remettre à metz. c'est l'or, Vési, c'est l'or. comment? C'est l'or, c'est l'or. C'est or, c'est de l'orge. Vésitom amitzri. Zitom amitzri, c'est encore une espèce de boisson. C'est une boisson qu'on préparait donc mitzri en Égypte. Donc voilà la provenance. Là encore, avec de l'orge et du sel et d'autres ingrédients. Donc ces quatre aliments qu'on vient de citer, ou boissons, qu'on vient de citer, enfin, Kuta Rabavi, c'est une espèce de sauce, de yaourt, les autres, ce sont des boissons. Ces quatre variétés-là sont appelées donc dans la Gemara Arba Mini Medina, les quatre variétés de pays, de Babel, de Madaï, de Édom et de Mitzraïm. Ça, c'est du Hametz Gamour, c'est du Hametz total, mais en Taharovet. Chacun, il a bénéficié pour être obtenu d'une variété de céréales qui est tout ce qu'il y a de plus Hametz, qui est ce qu'il y a, de plus Hametz, mais il n'y a pas un kazaït consommé dans ce volume de Birda Hilat Peras. C'est-à-dire que dans ce volume-là, de 3 ou 4 œufs, selon les Rishonim, il n'y a pas une quantité de kazaït de Hametz. C'est beaucoup plus épars. On va passer
à ce que la Gemara va définir comme étant Shlosha Mine Omanuyot, trois variétés de Omanuyot, de d'art dans le sens de métier, qui sont propres à des professions. Vous allez voir tout de suite. Vezoman, et donc là, on va passer à ce qu'on appelle le Chametz Noukshe. Le Chametz, on voit que c'est du Chametz, on voit que ça peut être un Chametz, mais il n'est pas comestible. Quelles sont ces trois variétés? Vezoman Shel Tsabaim. Zoman Shel Tsabaim, c'est une espèce euh, c'est de l'eau mélangée avec du son, le son, donc ce qui provient des récoltes l'espèce de pellicule des récoltes de céréales. Et les peintres se servent de cette espèce de Zoman Shel Tsabaim, de ce mélange-là. Euh, Va Amilan Shel Tabachim. Amilan Shel Tabachim, c'est une espèce de pâte dont les cuisiniers se servent. C'est une pâte qui provient d'une récolte qui n'est pas arrivée à maturité, du tiers de sa maturité. Et avec cette pâte obtenue à partir de cette récolte, ils vont, euh, ils vont recouvrir leur espèce de casserole, ils vont fermer hermétiquement l'espèce de casserole pour absorber les vapeurs malodorantes de la cuisson. Ok, c'est ce qu'on appelle amilan shel tabachim, une espèce d'amidon comme ça qu'il confectionnait, qu'il mettait sur les casseroles. Voilà, il me semble hein, que c'était une façon de fermer plus ou moins hermétiquement les couvercles, ou en tout cas c'était posé de telle sorte que ça permettait d'absorber les fumées, les vapeurs qui étaient pas agréables. Vekolan shel sofrim, et enfin, kolan, la colle des sofrim, des scribes, c'est quoi? C'est une espèce de colle qui est obtenue à partir de farine, qui permettait donc aux scribes de coller leur papier. Je ne sais pas si vous voyez, quand vous faites de la pâte, quand vous faites une pâte, farine et eau, ça donne de la pâte, ça colle, c'est collant. Donc c'est un truc qui était un peu similaire et qui permettait de coller. Ces trois variétés dont on vient de parler, on voit que c'est du chametz, on voit que ça provient de récoltes, de céréales, mais c'est pas comestible. Ça, c'est du chametz nouché. Donc, la Mishnah a annoncé, concernant ces listes qu'on vient de voir, que ça doit être détruit avant Pessah. Ça, on a fait d'après l'explication des Rishonim, qui considèrent que ça n'est qu'un dérabanan, l'interdiction de les posséder. Donc, c'est un dérabanan, l'obligation de les détruire avant Pessah. D'après d'autres Rishonim, Rashi, le Rambam, d'après lesquels on transgresse l'interdiction de balirei ou balimatse en les possédant, le Elu Ovrin de la Mishnah, le voici ce qui. Ça s'explique, ça se traduit le voici ceux qui doivent être détruits. Enfin, ce qu'on a traduit comme voulant, ce qu'on a traduit par voici ceux qui doivent être détruits, d'après Rashi, le Rambam, non. Elu Ovrin, voici ceux qui transgresseraient Milachon Avera. Ce serait une Avera que de les posséder, Avera de la Torah, de les posséder, d'accord? Et c'est la liste qui fait suite. Rabbi Eliezer, il y a ceux qui lisent dans l'Agma, dit Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit Aftarchite Nashim. Alors si on traduit tel que c'est marqué, Aftarchite Nashim, ça veut dire même les bijoux, comment ça s'appelle les tarchitim, quoi, les bijoux, tous les atours d'une femme, etc. Alors la Gemara elle corrige. Non, des bijoux c'est pas Hametz. La Gemara corrige Af tipoulé Nashim. Même les tipoulés, c'est euh, les tapels Bemachéou, c'est s'occuper de quelque chose. C'est-à-dire, en fait, la façon, ce dont les femmes se servent hein, pour s'occuper d'elles, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des cosmétiques. Il y a des cosmétiques, alors les cosmétiques d'époque en tout cas, peut-être aujourd'hui aussi, j'en sais rien, des cosmétiques qui étaient à base de Hametz. Alors, Rabbi Eliezer, Rabbi Lazar, il vient dire, même les tarnit, même les tarchit et nashim, donc même les tipoul et nashim, même ces cosmétiques-là, il s'agit donc de produits qui étaient mélangés avec de la farine ou ce qui provenait de la farine, enfin de chametz, avec lesquels dont les femmes se servaient de crème épilatoire, ce qu'on a eu dans la Megillat Esther, là. Shisha Chodashim Beshemen Amor, Shisha Chodashim Babesamim, ou Betabrouke Nashim. D'accord? Donc, toutes ces espèces de cosmétiques qui pouvaient contenir du chametz,
Qu'est-ce qu'il rajoute Rabbi Eliezer par rapport à ce qui a été dit? Ben, on a dit, ok, d'accord, donc du Hametz noukché, quoi. C'est du Hametz qui n'est pas comestible, mais on voit que non. Rabbi Eliezer, il rajoute sur Tanakama que même du Hametz noukché en Taharovet, il cumule les deux, on va dire, coulottes. Les deux, il s'éloigne du Hametz en n'étant pas simplement du Hametz noukché, Hametz pas comestible, mais visible, ni seulement une Taharouvet Hametz comestible, mais on ne voit pas le Hametz. Là, ce sera un mélange des deux. C'est-à-dire que non seulement c'est un mélange, mais en plus, tu vois même pas qu'il y a du Hametz. D'après Rabbi Eliezer, même, donc, Tipoulé Nashim, ce qui est du Hametz Noukché et Taharovet, qui cumule les deux propriétés, on est tenu de détruire avant Pessah. Et les Khamim me pensent que non, un Hametz Noukché qui est en Taharovet, il n'y a même pas le Issour de Hametz, il n'y a pas besoin de le détruire avant Pessah. Zehaklal, voici quel est le principe. Kol shehu mimin dagan, tout ce qui provient d'une variété des céréales, donc les 5 céréales qu'on avait citées, Pritim, Seorim, Kusmin, Shifon, Veshibolet, Shibolet, Shual, d'accord, on avait traduit les 5 céréales, le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine. Même si c'est donc tout ce qui contient une des 5 céréales, même si c'est mélangé, arésé au verbe à Pessar, ça doit donc, je m'en tiens à la traduction d'après les Rishonim, qui considèrent qu'il n'y a pas Badir ou Balimatse, mais que ça n'est que, qu'il n'y a pas, c'est ça, qu'il n'y a pas l'interdiction de les posséder minatoire, ce n'est que des rabananes, et donc ils doivent être détruits mi des rabananes. Apparemment, cette phrase, elle fait suite à Rabbi Eliezer, parce que c'est Rabbi Eliezer qui dit que tout ce qui contient une des céréales, quelle que soit la façon dont on l'obtient, enfin, la façon dont il est obtenu maintenant, même si c'est Nouché, Hametz Nouché et Taharovet. Mais d'après Tanakama, non. D'après Tanakama, il ne suffit pas qu'il y ait une des 5 céréales quel que soit l'état dans lequel tu obtiens ce produit, pour devoir le détruire. Puisque Tanakama pense que si c'est du Hametz Nouché qui en plus est à Arovet, tu n'es pas tenu de détruire. Donc ça, cette formulation-là, elle va d'après Rabbi Eliezer. Donc, Arézeur Pessar, on transgresse Pessar dès qu'il y a cette présence de l'une des 5 céréales. Point. Haré et Lou, donc voici ceux-là, ceux qu'on a cités, donc les 4 qui sont propres à des endroits, des pays, et les 3 qui concernent des corps de métier. Haré et Lou, Be'azara, ils sont, ils sont concernés. Ils sont concernés par la Hazara, ils sont visés par l'injonction, par l'interdiction de la Torah, que celui qui les consomme, il transgresse le lave, kol machmetset lotochelu, tout mélange vous ne consommerez pas, mais il n'y a pas de karet. Ve'en bahen mishum karet, mais il n'y a pas le chiyuv, la peine de karet à la clé, ok, puisque comme on l'a dit, la peine de karet ne concerne que le chametz gamour, visible, et pas ni la tarovet chametz, ni le mélange de chametz, ni le chametz nouché, comme on l'a expliqué précédemment. Voilà, on va s'en tenir à ça. Je vous dis qu'il y a d'autres explications, d'autres lectures de cette Mishnah, mais c'est un bon début. Si vous voulez voir une reprise un peu rapide des différentes lectures, d'après qui, etc., on avait fait ça, d'ailleurs, je crois, ensemble l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Regardez dans le Mishnah Bura, Siman Tav Membet, et le Mishnah Bura, il commence au tout début de ce Siman, la Tav Membet, à comme ça évoquer rapidement par rapport à ce que le Shulchan Aruch dit, que le Shulchan Aruch il a tranché comme le Rambam, il ramène que justement il y a un problème, il y a un Issour Minatora de Baliere au Balimatse dans Taharovet, etc. Regardez là-bas le Mishnah Bura, il y a un Mishnah Bura qui reprend rapidement un peu tout ça. Ok, Mishnah Bet. Alors, cette Mishnah, elle est intéressante, vous allez l'aimer. Batsek chez Bessidke Areva. De la pâte, batsek, de la pâte. Donc de la pâte, c'est du chametz. Chez Bessidke Areva, qui serait dans les fentes, fêlures d'une areva. Areva, c'est une espèce de plateau
Alors, de quelle fente, fêlure, trou parle-t-on dans un plateau pour qu'il y ait du sec de la pâte qui puisse s'y engouffrer? On parle des outils, des ustensiles d'époque qui étaient très souvent, quasiment tout le temps d'ailleurs, en terre, en argile. Et donc, non seulement c'était poreux, mais c'était aussi plus sujet à des espèces ça se craquelait, ça pouvait se fissurer, etc. Donc, fatalement, il pouvait y avoir des résidus de pâte dans ce plateau dont on se servait pour faire sa pâte ou garder la pâte. Il pouvait y avoir donc de la pâte qui venait s'infiltrer et rentrer dans ces fentes. Et vous allez voir qu'il ne s'agit pas simplement de petites quantités minimes de pâtes, puisque, dit la Mishnah, Im yesh kazaït bemakom echad, s'il y a un kazaït, donc un kazaït, c'est une quantité qui est quand même pas négligeable. Ok. Nous, à moins de kazaït, quand on voit, si on voit, Dieu nous en préserve, durant Pessah, la moitié d'un kazaït de Hametz, on est, je suis d'accord, on a un coup de fièvre immédiatement. Là, là, hein, la Mishnah dit, s'il y a un kazaït, Bemakom Echad, dans un même endroit, donc dans ces fentes d'ustensiles, voilà, qui est rentré et qui est présent, Chayav Levaer, il faut le détruire. On est tenu de sortir, d'extraire donc cette pâte-là avant Pessah. Veimlo, mais sinon, s'il y a moins que kazaït, dans cette fente de ton ustensile, de ton ustensile, de ta vaisselle, de cette vaisselle, on ne te dit pas que tu vas l'utiliser pendant Pessah. Mais s'il y a moins que kazaït, eh bien, ve'imlo, sinon, s'il y a moins que kazaït, batel bemiuto, il est batel du fait de cette quantité qui est finalement minime, qui n'est pas importante. Et donc, c'est considéré comme n'étant pas là. Alors, vous allez dire, attends, c'est quoi cette histoire? La recherche du Hametz, dès qu'il y a du Hametz visible, etc. On va évidemment qu'on va s'en débarrasser, c'est-à-dire on le laisse, on fait comme s'il n'existait pas, il est battel. Il n'est pas battel, dans la mesure où je le vois, je suis conscient, il est flagrant. Explique la Gemara que cette Mishnah ne parle, enfin cette règle de la Mishnah, l'Oshanu, ils n'ont enseigné cela, les Chachamim dans la Mishnah, que s'il y a moins de kazaït dans un même endroit, dans cette fente de l'ustensile, et par conséquent, cette quantité minime est considérée comme étant batel, comme étant nulle, l'Oshanu, ils n'ont enseigné cela, et là, bimkom et asouy lechazek, que quand on est dans une situation où cette pâte qui est venue donc combler ces interstices-là, ces espèces de fêlures, de fentes, cette pâte-là, elle est là, les chazek, pour renforcer, pour consolider le keli. C'est-à-dire, le keli, il a été fragilisé parce qu'il est fendu en partie, mais cette pâte qui est entrée à l'intérieur, ben, elle fait un peu office de ciment finalement, enfin, de ciment ou d'accord, de résine ou de ce que vous voulez, ce qui va permettre de racoler les morceaux, enfin les morceaux, avant que ça devienne un morceau, et donc de consolider. Par conséquent, dans une telle situation, Bémet, je suis intéressé à ce qu'en effet, ce soit battel au Kelly, c'est annulé au Kelly. Par affectation, ça devient presque le matériau du Kelly. Donc c'est ce que dit la Gemara. Euh, Parce que dans un tel cas, hein, je vois, l'intention de l'individu, c'est vraiment de laisser là-bas, que ça reste là-bas, que ce soit annulé. Ça permettra de conserver le Kelly. Mais bien entendu, dit la Gemara, je vous dis là, ce c'est pas la Mishnah, c'est ce que la Gemara explique, la grille de lecture que la Gemara donne à cette Mishnah. Dans un cas où ça n'est pas pour renforcer le Kelly, alors même s'il y a moins que Kazaït, bien entendu qu'on est tenu de l'extraire, le sortir et le détruire. OK? Parce que quand ça n'est pas là pour renforcer, donc il n'y a pas de raison que dans ton esprit, et c'est ce qui va définir le statut de ce Hametz-là, si d'ailleurs, vous voyez transparaître, enfin plus que transparaître d'ailleurs, vous voyez ce principe qui émerge,
c'est que l'affectation d'un chametz est fonction de ce que je peux vouloir, dans une certaine mesure. Et si ce qui m'intéresse, c'est de considérer ce Hametz-là comme du ciment, eh ben, en effet, il pourra devenir ciment et ne plus poser de problème en termes de possession de Hametz parce qu'il est en quantité suffisamment minime, négligeable. Et en plus, ça m'intéresse de le considérer en tant que tel, en tant que ciment. Et l'ustensile, on peut l'utiliser pendant que ça. Non, attention, c'est ce que je dis avant. En effet, c'est une bonne question. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Ça ne te permettra pas pour autant de l'utiliser pendant Pessah, parce que là, fatalement, tu seras au contact de Hametz au niveau de ta consommation. Ça, tu n'as pas le droit. Là, on ne se soucie que du problème de posséder par rapport à Baliera ou Balimatse. Mais tu pourras pas l'utiliser. Ok. C'est comme, et ça c'est ce dont parlent les Rishonim, c'est que, ce dont je vous ai parlé, c'est que même ce qui aurait perdu le statut de Hametz au regard de l'affectation qu'on lui aurait donnée, si on le consomme, si on le consomme, alors on déclenche ce que les Rishonim appellent archévé, tu le rends important, tu le considères, la consommation, elle exprime la consommation, elle exprime ta considération pour ce qui était censé ne plus être un aliment, mais si tu le consommes, tu réactives son statut d'aliment. Ok. Donc, bien entendu, il ne s'agit pas d'utiliser pour cuisiner, il s'agit simplement de permettre de le garder et ne pas enfreindre l'interdiction de posséder du Hametz. Regardez la suite de la Mishnah. La suite de la Mishnah est encore plus intéressante. La Mishnah dit Vechen le inyan ha-tum'a. Et ainsi en est-il au sujet de la tum'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sujet de l'impureté. Si un chérès, un reptile mort, donc qui est tamé, a touché cette patte pendant Pessah, dans la pâte qui doit être détruite, c'est-à-dire la pâte qui est en quantité suffisamment importante pour nécessiter, pour obliger la destruction, c'est-à-dire une quantité de kazaït, puisque cette pâte, elle doit être détruite. Cette pâte, elle est trop importante en quantité pour pouvoir être oubliée et considérée comme accessoire, Bokertov docteur, considérée comme accessoire au Kelly, elle doit être détruite. Il est interdit de maintenir en l'état cette pâte. Eh bien, il y a un principe de Isuro Marchivo. Voilà, là, tout à l'heure, je venais de vous parler de la consommation qui est marchive, qui rend important, qui redonne un. Là, le Issour de cette pâte, l'interdiction de cette pâte, parce qu'elle est en quantité de kazaït, et donc elle doit être détruite. Il est interdit de la laisser en l'état. Eh bien, le Issour, il donne une importance à cette pâte, et cette pâte qui est dans la fente du Kéli, parce qu'elle a cette importance, elle a ce caractère d'indépendance qui fait que le chéretz qui touche cette pâte ne va pas contaminer le reste du Kéli, alors que la pâte, apparemment, physiquement, elle est partie intégrante du Kéli. Eh bien non, le issour, l'interdiction qui concerne cette pâte, qui t'oblige à l'extraire et la détruire, fait que seule la pâte qui est touchée, elle va contracter la touma, mais elle ne va pas transmettre mais elle ne va pas, ça n'est pas considéré comme l'ensemble du keli. Quand il y a un keli qui est contaminé entre guillemets par la touma, c'est pas parce qu'il y a tel angle du keli que l'angle opposé va pas être tamé. C'est le keli dans sa totalité, ok. Mais là, la pâte, parce qu'elle est interdite, elle a ce issour lui donne son indépendance, et donc cette pâte qui est touchée, c'est comme une partie qui est indépendante du Kelly. Ah, vous allez demander, mais ok, il y a que la pâte elle est rendue tamée, mais la pâte, puisqu'elle touche le Kelly, elle devrait ensuite rendre tamé le Kelly. Non, Ochalim, les aliments, ne rendent pas tamé les Kelim, les ustensiles. Donc vous comprenez vous voyez ce qui est intéressant, c'est que paradoxalement, cette pâte, si elle avait été négligeable au point d'être annulée au reste du Kelly,
Eh bien, un Sheretz qui aurait touché cette pâte, évidemment que ça aurait pour effet que la totalité du Keli se retrouve être tamée. Mais là, cette pâte, comme elle est trop importante et qu'elle est interdite en l'état, elle touche le Sheretz, la Toum'a. Elle est Tméa, mais elle ne va pas contaminer le reste du Keli parce qu'elle est indépendante virtuellement du Keli au regard de ce qu'elle doit être détruite. Euh, Maintenant, s'il n'y a pas kazaït, donc, ce que je veux dire, s'il n'y a pas kazaït, elle ne doit pas être détruite. Donc, elle peut être annulée au Keli et donc elle va rendre le Keli tamé. Point intéressant, les autres jours de l'année, les autres jours de l'année où la quantité de pâte, il n'y a pas le problème de chametz. D'accord, les autres jours de l'année, il n'y a pas un issour de chametz. Donc, les autres jours de l'année, la quantité de pâte qui est dans cette fente là de ma areva, de mon ustensile, va être considérée comme accessoire à l'ustensile, c'est-à-dire je peux décider de la laisser là-bas parce qu'elle me permet de renforcer mon keli, même s'il y a une quantité supérieure à kazaït. Et dans un tel cas, il n'y a plus de issour qui pèse sur cette pâte. Donc dans un tel cas, si le sheretz il touche la pâte qui a une quantité supérieure à kazaït, mais que moi, par rapport à mon intention, je veux la rendre accessoire, je veux la considérer comme étant partie intégrante du keli, rien ne m'en empêche. Ok. Et là, il n'y a que mon intention qui va déterminer l'affectation. Il n'y a que ma volonté qui va déterminer quelle est l'affectation de cette pâte. Quand bien même il y a plus que kazaït. Parce que là, moins de kazaït, plus de kazaït, ça pose aucun problème, puisqu'il n'y a pas de issour. On est le reste de l'année, il n'y a pas de trametz. Donc dans un tel cas, si le sheretz, il touche en plein milieu de l'année cette pâte qui est en quantité supérieure à kazaït, eh bien le reste du keli, évidemment, qui sera rendu tamé. Ok. Euh, Et donc, peu importe la quantité, c'est mon intention qui va déterminer est-ce que cette pâte, elle est partie intégrante du keli. Si oui, toucher ce keli, toucher cette pâte, ça va rendre le reste du keli tamé. Et sinon, si mon intention est de retirer cette pâte, eh ben, le keli ne sera pas tamé. Donc, vechen inyan tuma. Donc, au sujet de la tuma, im makpid alav, si on est makpid sur cette pâte, c'est-à-dire si on est regardant pointilleux sur cette pâte, c'est-à-dire regardant que quoi? On est regardant que quoi? On veut la laisser, on veut la retirer? Non, que on veut la retirer. Elle me dérange. Cette pâte me dérange, je veux la retirer. Eh bien, dans un tel cas, chotset, ça fait chatzitsa par rapport à la tuma. Ça fait chatzitsa, ça fait écran par rapport à la tuma. Si cette pâte, elle est touchée, elle est touchée au contact d'une touma. Mais cette pâte-là, je suis macpite dessus. Je ne voulais pas la laisser. Elle est appelée à être retirée. Par conséquent, elle ne peut pas être considérée comme partie intégrante du keli. Et donc, le reste du keli n'est pas contaminé par la touma. OK. Même si c'est moins que kazaït. Hein. Même si la pâte, elle est moins que kazaït. Même si elle est moins que kazaït. Mais que moi, je suis macpite dessus. C'est mon intention qui va déterminer le statut. Je veux la retirer, cette pâte. Je ne veux pas la laisser en l'état. Je suis MacPid. Par conséquent, encore une fois, je répète, mais ce regard que je porte sur cette patte, elle me dérange. Donc ça la rend indépendante. Et ce caractère d'indépendance de cette patte, puisqu'elle est appelée à être retirée, ne permet pas la contamination de tout le Keli si un chéretz, une impureté, toucherait cette patte. Non, il faut qu'elle ait pas. Non, Pourquoi s'il y a non, moins de qu'elle je suis MacPid. C'est Macpeda qui va déterminer. D'accord. C'est l'affectation qui dépend de ce que moi je veux en faire. D'accord. Donc, même s'il y a moins de kazaït, mais que je suis macpi de dessus, je veux la retirer, il n'y a pas de raison de considérer que cette pâte elle est partie intégrante du keli avec effet de la totalité du keli qui serait tamé si uniquement cette pâte a été touchée, parce que ce n'est que dans la mesure où cette pâte qui a été touchée, elle était partie intégrante du keli. Mais là, je compte la retirer, elle n'est pas partie intégrante. D'accord. Imrod Sebekiyumo, mais si je veux la laisser dans cette fente de l'ustensile, Areuka Areva, ça devient comme la Areva, ça devient comme le plateau lui-même, et toucher cette pâte, c'est comme toucher le plateau, et par conséquent, ça contamine le reste du plateau. Point. Batsek Acheresh, fin de la Mishnah. Alors, littéralement, Batsek Acheresh, Cheresh c'est le sourd, vous savez, la pâte sourde, c'est-à-dire la pâte sourde.
c'est une pâte, alors il y a différentes explications, c'est une pâte dans laquelle on ne voit pas apparaître les signes de chimoutz, de fermentation, c'est-à-dire pour Acheresh, comme celui qui est sourd et qui n'a pas de réaction quand on s'adresse à lui. Il faut savoir hein, que j'ai eu l'occasion de vous le dire, le Cheresh dont parle la Mishnah Chaza, la Gemara, ouais, exactement. C'est le Cheresh qui est nommé d'Aber Veno Shomer. D'accord? Il parle pas, il l'entend pas. Et donc, n'ayant pas cette possibilité-là de communiquer avec l'extérieur, on considère qu'il n'a pas ses facultés mentales suffisamment développées comme truc. C'est pour ça qu'il n'est pas tour. C'est pour ça que dans la Mishnah, il y a toujours la bande des trois Chachou, Cheresh, Shoté, Vekatan. Le Shoté est celui qui n'a pas ses facultés mentales, et le Katan est le mineur, qui n'est pas mais aujourd'hui, évidemment, ça n'a strictement rien à voir, puisqu'il y a des moyens de communication avec ceux qui sont sourds. Et donc, évidemment, je dis ça par rapport au mitzvot, ok, par rapport au mitzvot, par rapport au fait de pouvoir euh, compter dans un minyan, etc. Ok? Ça veut dire que ce statut n'existe plus. Alors, ça dépend. En fait, ceux que l'on côtoie, qu'on voit et qui ont des appareils, ou en tout cas qui ont pu être, qui ont En pu fait, avoir un j'étais contact sur- parce en fait, qu'ils ont été. le Frérèche, quand on dit que c'était le sourd de l'époque, l'Agmara, Ouais. il était muet. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le cas de dire aussi le muet? Ceux qui étaient muets, ça ne lui changeait rien en fait. Non, en principe, l'un va avec l'autre, quoi. C'est ça, c'est L'un qu'à va avec l'époque, on l'autre, a ouais. l'impression qu'on est avec Ouais, l'autre. ouais. C'est Mais, celui-là dont parle l'Agmara. Ok? Mais mais je ceux veux qui dire étaient que. que muets, Mais même, ça existait. je sais pas, ça peut exister, mais ça pose aucun problème. Parce qu'il entend, donc il n'y a aucun problème de communication. Mais aujourd'hui, même celui qui serait sourd-muet, d'accord, il a eu accès à des échanges parce que les techniques d'éducation, d'apprentissage, de communication, elles sont hyper plus développées que ça ne l'était avant, bien évidemment. Ok. Par conséquent, ça a permis de créer le contact et d'éveiller le Kheresh, il est participatif aujourd'hui dans la mesure où il a bénéficié de ces aménagements-là, de cette. Et par Oui, rapport il compte dans la mienne. Ouais, bien et sûr. par rapport à la finale, s'il ne peut pas parler, Même si les post-game, ils sont un peu frileux pour certains, mais il faut être Le réaliste. Katan, j'ai vu que le Katan de 12 ans et demi qui comprend, qui sait ce qu'il dit. Non, ça c'est chez les Marocains. non, le Shulchan Aruch, il rapporte ça. Le Le Shulchan Aruch, il rapporte qu'il y a ceux qui considèrent qu'un katan, à partir du moment où il sait à qui on s'adresse, il peut faire office du dixième. Le Shulchan Aruch ne retient pas cette opinion-là. Et le Rama, il ramène immédiatement sur place que oui, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et il y a aussi la façon de lui donner un fromage dans la main pour l'additionner. Les sources de côté, Rabbi, Dans c'est le les sources de côté. Zimoun, c'est moins embêtant. Zimoun, c'est pas un truc. Alors, par rapport à l'histoire de celui qui est muet, celui qui Ouais. est muet et qui prie, il Ouais. va prier. Est-ce qu'il est dans Chaumet à Kéoné? C'est quoi l'idée? C'est comment le. Non, après, s'il n'entend pas, il n'entend pas. Non, Vraiment, s'il n'entend pas, il il n'entend n'entend pas. pas. Hein? Il parle pas. Non, alors quoi? Le Mais muet. il entend? Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Donc il est en Chaumet quand il Oui, monte. pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Ouais, Non, ça pourquoi ne pas? prononce pas les mots. Oui, ouais, mais probablement que oui. Probablement que ça c'est bon dans ce cas-là. Alors, revenons à Batsek Acheresh, la patte sourde, c'est-à-dire, elle ne montre pas de signes de fermentation. Les premiers signes de fermentation, vous vous rappelez, c'est des espèces de Karnechagavim. C'est comme les cornes de sauterelles. Donc, c'est vraiment des espèces de filaments très fins qui révèlent déjà le début de process de fermentation, puisque la pâte, elle commence voilà, à produire ces espèces de fissures-là. Après, la pâte, elle va aussi un petit peu roussir, la couleur va un peu. C'est les process de fermentation. Une pâte très rêche, c'est-à-dire sourde. Elle ne manifeste aucun signe de fermentation. Il y a ceux qui expliquent Kheresh par rapport au fait que euh, quand on tape sur cette pâte, elle est entre guillemets insonore. Autre explication, et donc c'est aussi c'est des signaux identiques hein, qui vont déterminer la même chose, qui vont définir qu'elle n'a pas fermenté. Autre explication, il y a ceux qui lisent non pas Kheresh, le sourd, mais Kheres, comme de l'argile. C'est-à-dire, elle est dure comme de l'argile et elle ne manifeste pas, voilà, on n'a pas vu de fermentation dans cette pâte-là. Im yesh kayotse boshe ermitz, si il y a une autre pâte qui a été pétrie avec cette pâte-là, c'est avec ce batsek acheresh, au même moment,
et qui est déjà devenue chametz, arésé à sourd, eh bien cette pâte-là, la pâte cheresh, là, cette pâte sourde, qui apparemment ne montre pas de signe de fermentation, elle est pour autant interdite, malgré le fait qu'on ne distingue pas de signe de fermentation. Ok. Euh, Parce que l'autre est révélatrice sur celle-là, même si celle-là, elle ne montre pas de signe de fermentation, celle qui a été pétrie en même temps et qui a, oui, fermenté, est révélatrice que celle-ci pose problème au titre de Hametz et donc doit être détruite également.